Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, ce dimanche. Ce dimanche, je reçois un président d'une ligue de jeunes d'un parti, comme je vous avais dit lors d'une dernière émission. En tout cas, j'aimerais bien recevoir les présidents des ligues de jeunes parce qu'il y a vraiment une polémique autour de ces ligues. Je reçois Elvis Bolungu, président de la ligue de jeunes du MPCR, le parti cher à Jean-Claude Mvouemba. Très heureuse de vous recevoir, Elvis Bolungu. Merci, madame. Et vice-président de la jeunesse du Rassemblement. Et du Rassemblement, merci. Donc, la toute première question, c'est lié à cette ligue. Moi, j'aime bien les questions directes. On vous reproche, vous, les jeunes, de servir de marchepied aux vieux. Je réponds à l'expression de Brandon Mindagu, Bolière à communauté. Donc, quand il s'agit, par exemple, des postes, des rémunérations, on ne voit jamais les jeunes. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce qu'ils demandent aux jeunes de créer leur propre parti et d'être une force, pas être marchepied des vieux, entre guillemets. Elvis, madame, pour ma part, je crois que ça dépend de ce que chacun de nous conçoit comme mode de vie en politique. Madame, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la meilleure façon pour permettre aux jeunes d'exceller dans la politique, il faut certainement créer des partis politiques. Non. Moi, je crois plutôt que la jeunesse devrait relever les débats sur la place politique. Mais dommage, tel n'est pas le cas, madame. Si aujourd'hui, le pays va extrêmement mal, je crois pour ma part, madame, que la jeunesse devrait se remettre en cause ou en question pour pouvoir réfléchir autour des questions qui fondent aujourd'hui l'existence de l'État. Et donc, ça dépend, madame, lorsqu'il y a une ligue de jeunes ou il y a un groupe de jeunes qui vont attaquer, puisque leur mentor leur aurait demandé cela, qui vont attaquer un diplomate, on peut se dire que oui, une telle jeunesse, elle est celle qui est manipulée. Mais lorsque nous sommes en face de vous d'une jeunesse qui dit non à une dictature à vie, lorsque nous sommes en face d'une jeunesse qui veut dire non à une présidence à vie, lorsqu'on est en face d'une jeunesse qui refuse catégoriquement de pouvoir imposer une dictature, un coup d'État constitutionnel, et donc, madame, ça vous revient le choix de pouvoir tirer les conclusions quant à ça. Elvis Bolungu, est-ce que pour vous, cette jeunesse est, comment je peux dire, celle qui va remplacer les vieux aujourd'hui? Quel est le rôle que vous jouez, par exemple, dans la Ligue des jeunes du MPCR? Oui, nous, au niveau du MPCR... Cette alternance, voilà le terme, cette alternance-là. La jeunesse peut le faire. Quand on voit l'exemple de la France, les autres doivent nous éclairer ou nous donner peut-être l'exemple, parce que nous ne vivons pas en vase clos. Elvis, vous avez vu en France la macronisation de la scène politique française. Est-ce que pour vous, nous devons tout balayer, mettre des jeunes cette fois-ci? Peut-être ça ira mieux. Madame, le problème n'est pas de mettre le jeune. Le problème n'est pas de chasser le vieux. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour qu'une nation soit forte, pour qu'une nation puisse se développer, on a besoin de tout le monde. On a besoin des vieux, on a besoin des jeunes. Je suis contre ceux qui pensent que le fait d'être jeune consisterait une excuse. Je suis contre. Je suis plutôt de ceux qui pensent, lorsqu'on est jeune, on a une certaine compétence, on a un certain nombre de qualités qui vous permettent à pouvoir remplir une fonction. Je suis d'accord. Lorsqu'on est vieux, on est en mesure de faire ça, ça, ça. Je suis d'accord. Mais lorsqu'aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que le fait d'être jeune, ça fait l'objet d'une certaine excuse. Je me dis, je m'inscris en faux. Mais mon problème, c'est quoi? Je suis de ceux qui pensent ou de ceux qui croient qu'il est possible que la jeunesse congolaise fasse de même que ce que la France a fait ou la jeunesse française a fait. Mais tout dépend de la prise de conscience. Est-ce que la jeunesse congolaise est consciente de son apport, de son rôle dans le pays? Je crois que, madame, à cette question, vous allez vous rendre compte que nous sommes aujourd'hui dans un environnement où ceux qui gèrent le pays ont imposé un climat d'instabilité, un climat de méfiance, un climat d'incertitude qui, au fait, ne permettent pas à la jeunesse de pouvoir se rendre compte de cela. Mais quant à qu'à cela ne tienne, madame, je suis de ceux qui pensent que la jeunesse congolaise est une jeunesse forte et républicaine. C'est une jeunesse, madame, si nous canalisons cette fois-ci les efforts, elle peut faire mieux. Mais pour qu'on y arrive, madame, cette jeunesse doit exprimer le bon vouloir
de pouvoir imposer un changement qui permettra au pays de se développer, de faire asseoir une démocratie qui fera en sorte que le Congo soit une nation forte au cœur de l'Afrique. Et donc, madame, je crois que la jeunesse congolaise fait face à un moment crucial de l'histoire du pays. De 60 aujourd'hui, madame, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des jeunes qui ont accepté de mourir, qui ont accepté de combattre les colonisateurs jusqu'au prix de leur vie. Il y a Lumumba, il y a Tshisekedi, et j'en passe, madame. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est-elle prête à mourir pour ses idéaux? Elvis Bolungu est prête à mourir pour ses idéaux aujourd'hui? Elvis Bolungu a toujours été prêt à imposer ses convictions, même au prix de sa vie, même au prix de la mort. Et donc, je ne sais pas, à certains jeunes, si leur conception s'harmonise avec... donc voilà un peu, c'est ça. Merci Elvis. Nous prenons le tout premier dossier, c'est la désignation du président du CNCA. C'est tombé, c'est Joseph Olenga-Koy qui prend la tête de cette structure qui est très très cruciale pour cette période avant les élections. Et évidemment, par rapport à la MONUSCO, nous allons parler de la fermeture de quelques bases ici en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. La séance de cet après-midi au Palais du Peuple a porté Joseph Olenga-Koy à la tête du Conseil national de suivi de l'accord du 30 décembre 2016. Il sera secondé par Adolphe Loumanou de la majorité présidentielle comme vice-président au même titre que Vital Kamerhe de l'opposition signataire de l'accord du 30 décembre. Ce dernier, malheureusement, n'a pas pris part à cette rencontre car ne reconnaissant pas Léon Kengo-Wadondo et Obeminaku l'autorité de présider ces travaux. Le troisième poste de vice-président a été accordé au Front pour le respect de la Constitution qui devrait se prononcer le lundi prochain. Selon l'accord du 30 décembre, 28 membres devront constituer le CENSA, y compris la SENCO. Le CENSA devra avoir 2 organes, une plénière et un bureau. C'est le terrorisme qui prend encore. Ces bases sont situées à Walikale Centre et Bunyapuri dans le territoire de Walikale, à Massissi Centre et Nyabiondo dans le territoire de Massissi et à Lofu dans le territoire de Lubero. Ce nouveau dispositif opérationnel consiste à privilégier la mobilité et la flexibilité des interventions militaires. Il comprend des patrouilles longue distance, des patrouilles de démonstration de présence, la surveillance aérienne et un déploiement rapide en cas d'incident de sécurité. Nous allons procéder à la fermeture d'un certain nombre de bases, plus précisément 2 bases dans le Walikale, 2 bases dans le Massissi et une base dans le Lubero. Parce que nous avons l'obligation de répondre au mandat qui nous a été donné et nous avons l'obligation d'atteindre le plafond d'effectifs qui nous a été autorisé. Donc cette fermeture des bases est une décision importante, à laquelle nous ne saurons échapper, mais qui se traduira, et qui a commencé déjà à se traduire pour nous, par un nouveau mode de fonctionnement et par un certain nombre de mesures, de manière à faire en sorte que l'absence permanente de casque bleu de la MONUSCO dans ces bases ne se traduise pas par un vide sécuritaire. Notre mission prioritaire reste la protection des civils, en liaison étroite avec nos partenaires et camarades des forces armées congolaises, et également avec nos camarades de la police. Signalons que ce nouveau dispositif opérationnel est déjà en application dans le Kasaï, où la mission onusienne a déjà déployé à ce jour 3 compagnies, soit environ 350 hommes. Merci à toi, André Monkini. Elvis Bolungu, c'est tombé. Joseph Olenga-Koy, président du CENSA. Vital Kamerhe, vice-président, mais on a suivi qu'il a décliné l'offre.
officiellement et le deuxième poste de vice-président est réservé au Front pour le respect de la Constitution. Quelle est votre lecture? Pour vous, tout à fait normal que ce soit Joseph Olenga Nkoy qui soit à la tête de cette structure très cruciale aujourd'hui? Madame, avant toute chose, je voudrais relever ici une chose. C'est que les rassemblements dirigés par Félix Antoine Tshisekedi, dont mon parti, le MPCR de Jean-Claude Wemba, fait partie, ne s'identifie pas à cette vaste blague orchestrée par le pouvoir en place. Ça ne nous concerne pas. Mais c'est un peu décevant, madame, que la majorité présidentielle puisse reposer son choix sur un personnage comme M. Olenga Nkoy. C'est décevant. Il est opposant. C'est triste, madame, c'est triste. Hein? Ça montre que le régime en place est non seulement aux abois, mais à la fin. C'est un régime qui ne sait plus quoi faire. Et donc voilà, nous ne pouvons qu'assister à de telles Pour vous, aventures. Joseph Olenga Nkoy n'a pas la capacité de diriger cette structure? Madame, je ne suis pas là pour juger sa capacité ou pas. Mais c'est ça, c'est ce qui est Au important. départ, parce madame, que c'est une madame, structure qui est vraiment dans le processus électoral, qui a un rôle très important à jouer lors du processus électoral. C'est du n'importe quoi, madame. À partir du moment où l'accord a été violé, madame, mon parti ne s'identifie pas à cette vaste bloc qui est en train de se dérouler. Et le refus de Vital Kamerhe, un instant, madame. Comment le jugez-vous Je vais y revenir, je vous madame. en prie. Messieurs Obem Inaku et M. Kengo Adondo ont été des participants lors des échanges de la Senco. Au nom de quoi ces derniers peuvent se permettre de pouvoir désigner M. C'est fait par consensus. C'est du n'importe quoi, madame. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais je me pose la question, madame. Si M. Kamerhe avait accepté à son temps d'aller signer un arrangement particulier qui violait l'esprit et la lettre de l'accord que nous avions signé le 31 décembre 2016. Aujourd'hui, M. Kamerhe ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Pourquoi? M. Kamerhe a perdu la lucidité et la crédibilité en politique. Nous étions partis à la Sénéco, nous avions discuté. Lors des arrangements particuliers, le régime en place, comme il est habitué à dribbler, nous a dribblé. Et nous étions, moi personnellement, j'étais confus. Vous l'opposition, on ne fait que vous dribbler depuis tout ce temps. Vous, on ne fait que vous dribbler. C'est quand même trop facile aussi. Les rassemblements, Félix Tshisekedi, Jean-Claude Wemba, Elvis Bolungu, nous tenions à ce que l'accord soit respecté. L'accord a été violé à partir du moment où la nomination de M. Bruno Tshibala avait intervenu, madame. Et donc, par rapport à partir de ce moment-là, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas intéressant pour nous de pouvoir prendre part à une sale bêtise, madame. Comment voulez-vous, madame, l'accord qui stipule clairement que le Premier ministre sera présenté par les rassemblements barre opposition, non signataire Olenga Nkoy fait partie du rassemblement. Mais si Olenga Nkoy ne fait pas, madame, c'est ici l'occasion pour moi de le dire pour une dernière fois. Mais si Olenga Nkoy n'est pas du rassemblement, mais si Olenga Nkoy, Bruno Tshibala, ce sont des opposants que nous avions chassés au niveau du rassemblement qui ont été achetés par le pouvoir en place. Vous avez des et donc, preuves, madame, ce sont quand même de grandes personnes. Je voudrais, madame. Ne nous dites pas que tous les Congolais sont achetables aussi facilement. Madame, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. M. Bruno Tshibala et M. Olenga Nkoy ne font pas partie du rassemblement. Ils ont été chassés, achetés par le pouvoir, ils ont préféré de créer leur histoire. Ils ont créé leur boutique, on n'est pas concerné là-dessus. Mais je voudrais ici donner des éclaircissements, madame, que M. Obem Inaku et M. Kengo ne devraient pas prendre le devant par rapport à cette question. Et donc, au début, l'accord a été déjà violé en amont, et aujourd'hui en aval, nous faisons que assister à une succession de violations de l'accord. Donc, la désignation de M. Olenga Nkoy, c'est une violation de l'accord. Au-delà du fait que la nomination de M. Olenga Nkoy, c'est une violation de l'accord, madame, je suis déçu quand le président Kamerhe refuse aujourd'hui de pouvoir respecter. Mais dis-moi, madame, si c'est M. Kamerhe qui était le président, ces derniers allaient-ils accepter ou pas? Et si c'était M. Kamerhe, et là l'accord aurait été respecté. C'est là l'occasion, madame, de dire que nous en avons marre avec cette classe politique. Une classe politique qui est toujours à la quête du pouvoir, même si
cela n'encadre pas avec l'objectif ou les objectifs que nous nous sommes signés, qui sont c'est de pouvoir libérer ces peuples, madame. Nous ne pouvons pas commencer à produire... Cette classe politique qui regroupe en même temps la majorité et l'opposition, il ne faut pas jeter la pierre seulement à la majorité présidentielle. Vous tous, vous êtes là-dedans. Madame, nous sommes de ceux qui se battent pour pouvoir renouveler la classe politique. C'est pourquoi, madame, nous disons que les élections seront une période pendant laquelle, ce que nous avions toujours dit, renouveler la classe politique, un moment crucial pour que nous puissions en fait expérimenter cette alternance démocratique qui sera pour la première fois. Et je crois que l'expérience de 2006 et de 2011 pourront nous permettre, mais aussi, madame, à la population congolaise, de pouvoir tirer toutes les conclusions et opérer des choix qui seront judicieux. Et donc, madame, lorsque nous avons des politiciens qui se battent pour leurs propres intérêts, qui se battent pour la bourgeoisie, les peuples meurent chaque jour, le peuple souffre et ça ne les concerne pas. Nous estimons qu'il va falloir combattre cette dictature qui s'impose pour sortir le peuple de cette crise qui devient multiforme, madame. Nous avons la crise sécuritaire qui bat son plein. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions de morts, madame. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 fausses communes. Il y a plus de 40 000 déplacés au Kasaï vers l'Angola. Nous avons, madame, des enfants congolais, plus de 30 000 enfants congolais qui aujourd'hui meurent de la malnutrition. C'est atroce, c'est atroce. C'est pourquoi moi, je voudrais interpeller la classe politique à pouvoir reprendre conscience. Nous ne pouvons pas accepter que ce peuple puisse continuer à vivre dans la misère. Même si vous allez en Haïti, madame, la misère dans laquelle le peuple congolais vit au jour le jour, c'est atroce. C'est atroce. Et par rapport aux bases militaires de la MONUSCO, en tout cas, on est en train de diminuer les effectifs des bases. Pour vous, la mission onusienne a-t-elle rempli son rôle en RDC ou elle doit encore perdurer pendant quelques temps pour sécuriser la population, hein, comme ils ont dit, la protection des civils? Pour vous, la MONUSCO joue bien son rôle? Madame, c'est une question à laquelle je voudrais répondre en faisant des illustrations pour vous permettre de comprendre. Je crois pour ma part, la mission essentielle de la MONUSCO était celle de pouvoir protéger la population civile. Et donc, madame, au-delà de cette mission, je voudrais ici reconstruire le cadre. Nous sommes en face d'une république qui se dit souveraine, responsable. Et donc, la question liée, madame, à la sécurité de la population, à ses biens, constitue au fait, madame, des prérogatives régaliennes de l'État. Un gouvernement responsable, sa première mission est celle de pouvoir sécuriser son peuple, ainsi que l'intégrité territoriale. Mais la MONUSCO est là pour pouvoir appuyer l'État à mieux remplir sa mission. Mais nous sommes désolés, madame, du fait que le gouvernement congolais est non seulement démissionnaire, mais aussi un gouvernement qui est aujourd'hui en train de disparaître, madame. Pourquoi je le dis, madame? Le gouvernement congolais n'est plus en mesure de pouvoir sécuriser le peuple. C'est bien, mais également, madame, la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, l'insécurité au Congo est généralisée. Hier, c'était au Kasaï, c'était au Nord Kivu. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa. Nous allons prendre ce volet par rapport à la sécurité, comme vous le savez. Donc, pour terminer... Non, vous allez reprendre, Elvis, parce que nous entrons dans cette option de remise et reprise, hein, à la police nationale congolaise. Comme vous avez mis l'accent sur la sécurité, nous allons parler de cela et de la réaction d'un juriste par rapport à l'état d'urgence. Vous le savez, en tout cas, nous lisons beaucoup, nous investiguons aussi. Donc, il y a un jeune de la majorité présidentielle, Patrick Anga, pour ne pas les citer, qui a parlé de la nécessité d'un état d'urgence en RDC. Alors nous allons avoir un peu la position de notre juriste, Elvis Bolungu. Voilà, Elvis Bolungu, par rapport à cette question qui défraie la chronique. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a pris possession de son bureau mardi au terme d'une remise et reprise avec le sortant général Célestin Kanyama. La nomination du nouveau patron de la police nationale congolaise à Kinshasa s'inscrit dans la complémentarité, reconnaît le général Silvano Kasongo, qui donne les défis qui sont les siens. On a des défis à relever.
premier défi, c'est le défi sécuritaire. Le deuxième défi, c'est le défi des embouteillages. Vous devez savoir que nous, les policiers, on n'est pas des politiciens. Vous allez vous habituer à moi. Je ne commencerai pas à beaucoup parler. Vous allez me juger par les œuvres, par le travail sur terre. Et chaque fois, s'il y a un problème, j'aurai un porte-parole à qui vous allez vous adresser. La sécurité à 100% n'existe nulle part. Il y a toujours des petits problèmes. On va les résoudre. Je ne suis pas un magicien, je suis un policier comme policier. Je ne suis pas venu anéantir ou bien détruire tout ce que les gens ont fait. Je viens compléter. La complémentarité certes, mais le général Silvano Kasongo promet une nouvelle méthodologie de communication entre la police nationale congolaise et la population quinoise. D'abord, je vous présente l'hypocrisie juridique. Nous avons vu ici dans ce pays le déploiement des FARDC, même de la garde républicaine. On ne peut pas déployer les forces armées avant l'état d'urgence. Il y a le contrôle d'identité, des cartes d'identité. Il y a ce qu'on appelle des fouilles de bagages et de valises. La présence de militaires déployés, ça dérange notre droit à la paix, notre droit à la quiétude. Et l'État doit avoir des sous-bassements juridiques pour justifier les cas. Ici, l'article 86 est clair. Il vous dit lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Est-ce le cas? Mais c'est le cas. Nous avons quitté du risque à la menace. On ne peut plus parler au Kasaï ou même dans la ville de Kinshasa qu'il y a encore le risque sécuritaire, mais plutôt de la menace sécuritaire. À Beni, n'en parlons même pas. Il y a la guerre contre les terroristes ADF qui est proclamée par les gouverneurs, la société civile et parfois par le ministre et l'opposition et la MONUSCO. Nous devons avoir un état d'urgence. Pour moi, le Congo doit être placé sous tutelle des Nations Unies parce que nous sommes dans une situation incompréhensible créée par les autorités qui dirigent le pays. C'est pourquoi nous disons ceci. L'état d'urgence est nécessaire lorsque nous sommes en face de nous une situation d'éminence grave, soit d'épidémie. Ma crainte est la crainte de tous les Congolais sérieux. Après avoir décrété le prétendu état d'urgence, nous allons citer dans ce que lui il a déjà préconisé. Or, ce n'est pas nécessairement que lorsqu'on proclame l'état d'urgence ou éventuellement l'état d'urgence, qu'on doit avoir un gouvernement exceptionnel. C'est toi, nous sommes en face de mesures exceptionnelles pour protéger, excusez-moi, pour protéger soit l'indépendance du pays, soit l'intégrité, soit le bon fonctionnement des institutions. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, nous sommes en face de nous une situation créée par ceux qui gèrent, qui ont échoué, qui ont failli dans leurs obligations. Carrément, c'est leur démission qui est important et permettre au Congo de souffler. Merci à vous, Marcelin Chiswaka et John Lungila. Elvis Bolungu, est-ce que nous vivons déjà un état d'urgence de fait? Madame, laissez-moi d'abord préciser quelque chose. Je voudrais répondre à cette question, mais lors du cheminement de mon idée, je ne l'avais pas achevé. Donc, pour nous, nous estimons que la MONUSCO devrait rester là jusqu'à ce que l'alternance va avoir lieu dans ce pays, madame. Puisque, comme vous le savez, lors des élections, les parties prenantes devraient en principe bénéficier des mêmes avantages sur la place, sur la scène politique. Or, tel qui n'est pas le cas, nous avons des gens qui sont dans le gouvernement, qui ont des armes. Lors des élections, ils vont pouvoir tracasser d'autres candidats et cela leur empêcherait de pouvoir aller aux élections avec le même moyen. Et donc, moi, je crois pour ma part, c'est aussi la position de mon parti. Nous avions estimé qu'il était important que la MONUSCO reste encore là. Et d'ailleurs, au-delà du fait que nous avions estimé que la MONUSCO devrait rester là, nous avions aussi pensé que la MONUSCO devrait aussi renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire national au fin de pouvoir remplir à ses missions.
L'état d'urgence de fait, est-ce que nous le vivons déjà, Elvis Bolongo? Madame, je suis déçu. Tout au début, ici, nous avons relevé certaines choses concernant la jeunesse. Je suis triste de voir une certaine jeunesse qui se permettent de pouvoir se livrer à des servilismes et au suivisme basés sur une politique téméraire, madame. Comment voulez-vous, au jour d'aujourd'hui, parler de l'état d'urgence? Pourquoi pas l'état sécuritaire, peut-être le dit, il y a un déficit sécuritaire énorme voilà, je voudrais bien, en République démocratique du Congo. Voudrais bien, il y a des massacres, il y a des évasions dans les prisons, il y a beaucoup de choses. Pourquoi pas? Je vais devoir, madame, employer le terme que vous venez d'utiliser tout à l'heure. Madame, vous savez que lorsqu'on gère un pays, l'absence d'un leadership responsable et visionnaire ne peut que donner de telles conséquences. Madame, le fait pour une certaine jeunesse de demander au chef de l'État de décréter un état d'urgence, c'est une manière pour dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, vous avez eu 16 ans à la tête du pays, mais vous n'êtes toujours pas en mesure de sécuriser le peuple congolais. Non seulement ça, madame, mais c'est aussi une thèse de pouvoir nous faire imposer une dictature et une présidence à vie, madame. Je vous en prie, comparaison n'étant pas raison, Elvis Bolongo, c'est vrai, mais nous avons suivi le général qui a pris la tête de la police aujourd'hui. Il a dit la sécurité 100% n'existe nulle part ailleurs, même en France, même aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a des terroristes qui entrent, qui tuent. Donc c'est tout à fait normal qu'en République démocratique du Congo, peut-être, mais ça peut arriver. Si en France ça arrive, aux États-Unis où l'armée est puissante, ça arrive, et chez nous où ce n'est que la RDC, comment ça ne peut pas arriver? Est-ce que vous ne comprenez pas aussi cette peur-là de dire, alors, si ça arrive aux États-Unis, eh bien, protégeons-nous à l'avance avant que ça ne devienne pire? Madame, c'est gravissime, c'est que un agent de l'ordre, lorsqu'il tient des propos irresponsables, en disant qu'il n'existe pas de sécurité 100%, je suis d'accord. Mais madame, quand vous me dites que même aux États-Unis, il y a des attentats, en 2006... C'est terrible, des attentats très atroces. En 2006, madame, lorsque le président Kabila a été élu, il plaçait son mandat, il plaçait la législature de 2006 à 2011 sous l'éradication de l'insécurité. De 2011, lors des élections, le président Kabila avait un projet phare qui était celui de pouvoir éradiquer l'insécurité pour la deuxième législature de 2011 à 2016. Madame, nous voilà arrivés aujourd'hui en 2017. Le pays est aujourd'hui au bord de l'implosion, madame. Pourquoi? La mission principale que le chef de l'État et sa famille politique sont assignés aujourd'hui nous démontre que le chèque est total. Les pays aujourd'hui se retrouvent dans un état désastreux. Même le petit peuple... mais cela n'impose-t-il pas Je termine, madame. Non. Non, pas du tout. Madame, l'état d'urgence, c'est une façon pour les régimes qui a échoué pendant 16 ans de pouvoir se maintenir au pouvoir, madame. Tout simplement, selon vous. Je vous le dis, madame, pourquoi? J'estime pour ma part, madame, la plus grande question ici qui devait faire l'objet de raisonnement, c'est de pouvoir aller aux élections. L'insécurité qui s'est vue aujourd'hui, c'est une expression. Un instant, madame. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Vous voyez comment il y a des évasions, comment les gens vivent. Pourquoi ne pas créer, proclamer cet état d'urgence, sécuriser la population? C'est dans un laps de temps bien précis. C'est pas que ça prendra tout le mandat. Ça prendra peut-être une année ou une année et demie, le temps de rendre effective cette sécurité. Soyons quand même patriotes. Je me pose des questions, madame. Des questions que je voudrais que celles-ci reçoivent de réponses adéquates. Avons-nous besoin de pouvoir décréter l'état d'urgence pour que le gouvernement parvienne à sécuriser la population? C'est une question que je me suis posée, madame. Et quelle est votre réponse à ça? Non, c'est archi faux, non. Madame, ma réponse à cela, premièrement, je voudrais dire ceci. Lorsque nous sommes en face d'une crise, et cette crise-là se dégénère, on est face à un gouvernement qui a la souveraineté,
la souveraineté, qui lui octroie un territoire, un gouvernement qui a le monopole de la violence publique, de la violence physique. Je voudrais dire quoi, madame? Un État est caractérisé par rapport à un certain nombre d'éléments. Nous avons un territoire, nous avons une population, nous avons un gouvernement et nous sommes souverains. Et c'est ce qui fait de nous un État. Et donc, madame, lorsque l'État, qui a le monopole de la violence physique, de pouvoir sécuriser les peuples, n'est plus en mesure de le faire, il faut qu'on se pose des questions. Nous devons, madame, rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État aujourd'hui au Congo est inexistante parce que, madame, il y a un problème où toutes les institutions de la République, madame, sont illégitimes. Je parle ici des institutions politiques, madame, qui sont aujourd'hui illégitimes. Et l'illégitimité, madame, des institutions politiques, aujourd'hui, nous oblige à pouvoir affronter un certain nombre de crises. Il y a une crise socio-économique, la crise politique, la crise institutionnelle, et la crise se multiplie davantage. Et donc, nous pensons, madame, le 1PCR, les rassemblements, Jean-Claude Yumba, nous estimons que pour que nous puissions sortir de cette crise, il va falloir que nous puissions aller vite aux élections, madame. Les élections ici, madame, c'est la voie de sortir de la crise. Pourquoi je le dis, madame? Si nous allons aujourd'hui aux élections, nous aurons un nouveau chef de l'État. Nous aurons de nouvelles institutions de la République, madame. Et ces institutions de la République vont devoir rétablir, madame, l'autorité de l'État. Et ainsi, madame, un gouvernement responsable va sécuriser le peuple. En quelques poussières de minutes, comment vivez-vous la fouille des véhicules? Pour vous, c'est tout à fait normal que l'État exige cela, qu'on fouille nos véhicules. Si la sécurité est menacée, nos droits sont un peu aliénés. On doit fouiller nos véhicules pour voir un peu s'il n'y a pas de malfrats, il n'y a pas des inciviques. Même si le monsieur, tout à l'heure, dans l'émission de John Mungile, a dit qu'on est en train de bafouer nos droits à la liberté. En scientifique, je crois que c'est une mission régalienne. Nous ne pouvons pas interdire à la police ou à l'armée de pouvoir faire des fouilles lorsqu'ils estiment ou lorsqu'elles estiment qu'il y a un problème. Là, je suis d'accord par rapport à ce qui s'est fait. Mais ma crainte, c'est plutôt par rapport à l'exagération. Lorsque les agents de l'ordre exagèrent dans leur mission de pouvoir contrôler et faire des fouilles. Et donc, je crois que c'est une mission qui revient à la police ou à l'armée. Mais nous pouvons dire ceci, madame. Cela traduit l'absence d'un État capable de pouvoir sécuriser. Aujourd'hui, madame, le régime en place n'a aucune politique sécuritaire. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous pousse à traverser tout cela, madame. Vous savez que le Congo, c'est la seule nation au monde où, même quand les gens meurent, même lorsqu'il y a quelqu'un, où les responsables, le détenteur du pouvoir public, ils pensent que c'est normal, c'est normal. Nous prenons l'autre volet, nous allons au conclave du rassemblement qui s'est tenu, quand même. Nous allons avoir un peu plus de précision avec Elvis Bolungu. Et puis, nous avons tendu notre micro à cette population qui nous suit fidèlement par rapport aux tracasseries policières liées à l'obtention ou non de la carte, de la nouvelle carte d'électeur. Oui, mais ce n'est pas encore ouvert ici, hein. Les différentes composantes du rassemblement de l'opposition invité à l'ouverture de ce conclave ont observé de longues heures d'attente. La salle qui devait abriter ces assises était fermée. Les raisons nous sont données ici par Martin Fayoulou. Et nous n'avons pas à prendre contact avec l'autorité, nous avons pris contact avec les gestionnaires des lieux de cette salle. Et les gestionnaires de cette salle a appelé les membres de l'ANR. Et j'étais là, nous étions là présents. Nous étions là. Et il a simplement dit que non, vous n'ouvrez pas la salle. Il a intimé l'ordre. Et les pauvres citoyens, ils sont ici, ils sont des travailleurs. Et donc, ils ont dit, écoutez, comprenez-nous, avec une telle pression de ces messieurs de la sécurité, nous ne pouvons rien faire. Contraints de se réunir en plein air, ces membres de l'opposition vont se contenter de l'enceinte de la paroisse pour échanger. Les discussions vont concerner l'évaluation de l'accord du 31 décembre et de la situation sécuritaire et socio-économique du pays. Félix Tshisekedi restitue le point essentiel de travaux. Moi, je suis convaincu
que les travaux de ce deuxième conclave vont être pour nous un moment privilégié d'une réflexion collective, d'une approche stratégique pour porter un regard mieux informé, plus éclairé sur les pistes de solutions devant nous permettre de relancer le processus démocratique, aujourd'hui en panne, et en garantir l'aboutissement heureux. Je sais que notre nouvelle feuille de route que vous allez finaliser au cours de nos travaux indiquera clairement à Joseph Kabila la voie de sortie pacifique afin que, une fois l'obstacle ainsi levé, les Congolais aient droit à des élections crédibles, mais aussi que notre pays puisse retrouver sa stabilité et son rayonnement de par le monde. Ce conclave ouvert ce vendredi va se clôturer ce samedi à Limete, au siège de cette plateforme de l'opposition. Nous sommes au centre d'enrôlement Itibosomi dans la commune d'Unjili, quartier 13. Gustave Mandembo est le chef de ce centre. Ces derniers temps, en tout cas, il y a un engouement terrible, donc les gens se mobilisent pour venir en tout cas chercher leur carte de terre. L'engouement de la population ici au centre d'enrôlement a plusieurs motivations. La plupart des Kinois venus s'enrôler ont été victimes de tracasseries policières pour la simple raison qu'ils n'avaient pas la nouvelle carte d'électeur. Dans l'avenir, il y avait des policiers qui m'avaient embrayé, tellement que je n'avais pas la carte électeur. Quand j'ai montré ma carte de service, on m'a laissé, puis je lui ai donné les 1000 francs. na 50 frères na poche ndape na zaki victime na ndoke idei na makala eto komi no kwato kendenzi la rompo eto komi wana to kute na ba soldat akitisi bato bandi ko vérifier ba carte ngana zaki na carte d'électeur na ngaya kala bato bazaki na wasika baleki ba oya kala baboyi do avant olekana il faut pesa bango mbongo so mbongo ezate olekana te nazaki na 3000 francs transport nde na pesa kibango. Cette femme s'insurge contre le comportement des hommes en uniforme. Pour elle, l'opération d'enrôlement n'a pas encore pris fin. Exiger la carte à tout Kinois est inconcevable. L'obtention de la carte d'électeur n'est pas obligatoire, mais plutôt un devoir citoyen. La CENI elle-même reconnaît être en mesure d'enrôler plus ou moins 4 millions de Kinois dans une ville où la population est estimée à plus ou moins 12 millions d'habitants. Merci Bobo Samba, Elvis Bolungu. Nous avons suivi ces Kinois qui se plaignent des tracasseries des policiers. Il faut obligatoirement avoir la nouvelle carte d'électeur, mais on le sait, cette opération n'a pas encore pris fin. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec nos policiers? C'est du rançon tout simplement ça. C'est là où j'étais en train de dire, madame. Où les Congolais ne connaissent pas, ou les Kinois ne connaissent pas leurs droits, tout simplement. C'est ce que j'étais en train de dire plus tantôt, madame. Le fait pour la police ou l'armée de pouvoir faire la fuite, c'est tout à fait normal. Dans un État, c'est normal. Mais là où je n'étais pas d'accord, ou là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque la police ou l'armée, en remplissant cette mission, elle commet des dérapages. Quelqu'un qui n'a pas de carte, au nom de quoi vous lui demanderez de l'argent. Par exemple. Ou quelqu'un qui a l'ancienne carte, pendant que les opérations liées à l'enrôlement se poursuivent. Donc voilà ce que nous dénonçons ici, madame, et nous demandons à ces peuples de rester vigilants quant à ça. Nous allons parler aussi du conclave du rassemblement. Qu'est-ce qui s'est passé, Elvis Bolungu? Vous ne respectez pas les lois de la République. Vous le savez que vous devez demander la permission, pas la permission, mais peut-être informer les services quand vous tenez vos activités. Mais vous passez toujours outre et vous cherchez les, permettez l'expression, des noises aux autorités congolaises. Vous le savez pourtant qu'il faut l'autorisation ou même l'information aux autorités. Pourquoi vous ne le faites jamais, vous, du rassemblement? Madame, c'est une justification qui ne tient pas. Le rassemblement avait saisi l'autorité urbaine
pour que cette autorité puisse lui autoriser, pas lui autoriser. Les rassemblements avaient saisi l'autorité en informant. Donc l'autorité était informée que le rassemblement allait tenir ses activités. Il ne s'agit pas, madame, de demander une quelconque autorisation. Ça n'existe pas. Lorsque l'autorité est informée, ça suppose que cette dernière va devoir prendre toutes les mesures utiles pour permettre à ce que l'activité se passe dans la quiétude. Mais nous sommes très tristes, madame, et désolés, et révoltés aussi, de voir que dans une démocratie, que nous prétendons... Quelles sont les raisons avancées, madame, Elvis Bolungo? Non. Quelles sont les raisons avancées? Les services de renseignement n'ont avancé aucune raison. Ils ont instruit aux propriétaires de la salle de ne pas ouvrir la salle, sinon ils allaient voir les réactions. Et nous étions là, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas accepter que dans notre propre pays, que les gens puissent nous considérer comme des esclaves. C'est pourquoi avec le président Félix, nous avions tenu notre réunion en l'enceinte de la paroisse Sacré-Cœur pour montrer à ceux qui pensent que la République leur appartient, tel n'est pas le cas. Et donc c'est ici, madame, que nous voulons dénoncer cette prise en otage que notre pays est subi aujourd'hui. Il est anormal, madame, qu'un groupe d'individus prenne tout un peuple en otage. Lorsque c'est le PPRD qui se réunit. La loi est dure, mais c'est la loi. Si vous avez informé, soit vous avez informé, mais peut-être que l'autorité n'a pas répondu rapidement à ça, est-ce que vous ne pouvez pas poster cette activité et respecter la loi? Madame, lorsque les gens du PPRD se réunissent au stade Vélodrome, ça pose aucun problème. Lorsque les gens de la majorité se réunissent même au centre-ville, ça pose aucun problème. Mais pourquoi lorsque le rassemblement doit se réunir, ça doit poser problème? Nous avons une certaine liberté. Cette liberté-là respecte la loi. C'est une activité qui avait respecté toutes les voies indiquées par la loi. Et donc, moi, je m'inscris en faux pour ceux qui pensent qu'il faudrait que l'autorité puisse nous répondre avant que nous ayons une activité. Et prochainement, ça va se tenir où maintenant? Vous n'allez pas siéger sous les arbres? Ça me rappelle un peu, Tshisekedi à l'époque de Mobutu qui tenait ses réunions sous les arbres. Où est-ce que vous allez tenir maintenant vos activités? Moi, je suis un Tshisekediste, madame. Nous sommes de l'école de la non-violente et de l'école de la résistance. Nous estimons que le Congo, c'est un patrimoine commun et qui n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus de nous donner l'impression comme si le Congo, la République leur appartenait et que ces derniers peuvent se permettre de tout faire. En tant que combattants de la résistance, en tant que démocrates, nous estimons que la République nous appartient à nous tous et nous ne pouvons pas permettre à un groupe de gens qui, aujourd'hui, que nous considérons comme les ennemis du peuple, de pouvoir orienter le chemin démocratique de leur manière. Ça, nous n'accepterons, madame. Tant que nous serons en vie, madame, nous allons combattre cette dictature qui est en train de s'imposer dans ce pays. Et là, madame, même au prix de notre sang, madame, nous sommes prêts à le faire. Le peuple doit sortir de l'inaction. Le peuple doit prendre conscience pour que les choses puissent changer. C'est pourquoi, madame, le rassemblement et le MPCR, nous conseillons encore à M. Corneille Nangaa de pouvoir faire de son nécessaire pour que nous puissions avoir les élections au mois de décembre. S'il n'y a pas d'élection, madame, je vous dis, ça posera encore problème. 2016 n'est pas égal à 2017. Si hier, le peuple congolais avait octroyé au président Kabila une légitimité d'une année, je ne pense pas, madame, cela pourrait être encore le cas en 2017. Il est bon, madame, au nom de la paix, au nom de la coexistence pacifique, que M. Corneille Nangaa, avec ses mentors, se remette au bon chemin pour pouvoir permettre à la République de ce qui risque de sombrer encore, d'avoir toutes les chances d'aller de l'avant. Nous allons au gouvernement, nous allons au ministère de l'Intérieur, où voilà, il a cité Nangaa. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a reçu Corneille Nangaa et évidemment la réaction du ministre de l'ESU par rapport aux troubles qui ont sévi à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa cette semaine. Longue séance de travail ce lundi entre une délégation de la MONUSCO et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'entouraient certains responsables de services de sécurité. La problématique sécuritaire et humanitaire, aussi bien dans le Kasaï, le Kivu que le Tanganyika, était au cœur de leurs échanges.
Occasion pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC d'encourager le dialogue dans la résolution des conflits pour les élections pacifiques. L'après-MONUSCO a également été abordé entre les deux parties. Nous avons parlé d'une visite importante aussi, la visite de notre équipe de revue stratégique de l'avenir ou du futur de la MONUSCO au Congo. Beaucoup de discussions auront lieu avec les membres du gouvernement, avec les gens de la société civile, avec l'équipe pays des Nations Unies, pour savoir ce qui va se passer après la MONUSCO. Cette revue stratégique va déterminer les périodes. Je suis avec le général Cummins, qui est le chef adjoint de la force de la MONUSCO. Nous savons déjà, d'ici la fin du mois d'août, il y a 750, je crois à peu près, qui partent. Et une feuille de route va être développée pour dire à quel rythme les gens vont partir. Mais là, il faut en discuter avec le gouvernement. Parce qu'il faut s'assurer qu'on part, mais il faut s'assurer que les endroits que nous laissons derrière nous sont bien couverts par les forces armées du Congo, par les forces de sécurité du Congo, pour que la protection des populations soit réellement assurée. Avec Corneille Nangaa, les entretiens ont tourné autour du début de l'enrôlement dans le Kasaï, mais également le remplacement par des élections des gouverneurs des 11 provinces dont l'absence a été juridiquement constatée. La question des tentatives d'émonnayage en vue de l'obtention des cartes d'électeurs dans les centres d'inscription, surtout à Kinshasa, ont également été abordées entre Chadari et Nangaa. Tout a commencé par la poursuite d'un criminel qui s'était retranché à l'université de Kinshasa hier. La police le poursuivait. Bon, il a crié au secours. Certains étudiants ont voulu intervenir. C'est comme ça que la police avait pris 2 d'entre eux, interpellés pour raison d'enquête. Ce matin, j'ai négocié avec la police qui a libéré les 2 étudiants. Mais avant qu'ils arrivent sur le site de l'université, leurs collègues avaient déjà commencé à manifester, essentiellement ceux de la faculté de sciences. Ils ont cassé des vitres du bâtiment administratif, ils ont brûlé certaines voitures qui étaient parquées là, mais par la suite, leurs collègues sont arrivés et le calme est revenu. Donc ça, c'est une pure intoxication. Il n'y a pas eu mort d'homme et la police n'a pas tiré non plus à balles réelles. Le bilan fait seulement état d'un professeur, enfin d'un chef de travaux qui défendait sa thèse, qui a été interrompue et dont la voiture a été brûlée, qui est tombée évanouie, mais aussi des 4 voitures qui étaient devant le bâtiment qui sont aussi incendiées et des vitres du bâtiment administratif cassées. Le message aux étudiants, c'est d'éviter toute manipulation. Partout au monde, les étudiants ont droit parfois de réagir quand l'un de leurs est arrêté par solidarité. Mais ce qu'il faut éviter, qu'il y ait manipulation, récupération politicienne. Et ce qu'il faut éviter aussi, c'est de laisser les badauds s'infiltrer parmi les étudiants pour faire le dégât. Mais aussi, c'est un conseil de demander de ne pas casser. Parce qu'encore le bâtiment, c'est pour les étudiants, le bâtiment, c'est pour leur université. L'année académique va bel et bien se clôturer le 31 de ce mois et tout se passerait bien. Ce qui est arrivé à l'UNIKIL, ce n'est que un petit incident qui ne peut pas déranger les bons déroulements des épreuves et puis la fin de l'année académique. Elvis Bolungou, est-ce que vous avez déjà obtenu votre nouvelle carte d'électeur? Je crois que dans les jours qui viennent, je vais aller me faire enrôler avec ma base. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous devez avoir une foule derrière pour aller... Non, je ne parle pas de la foule. Non, je ne parle pas de la foule. Là, pour moi, madame, non, je ne parle pas de ça. Pour le premier temps, madame, nous sommes en train de pouvoir sensibiliser le peuple. Puisque nous estimons, madame, qu'au mois de décembre, il faut qu'il puisse y avoir des élections. Donc, pour l'instant, la phase primordiale, madame... Vous ne faites pas la démagogie, Elvis. Non, madame. Bolungou. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, madame. C'est faux, madame. Que cette année, il y ait des élections, tout ça. C'est dit et redit. Il a dit sur TV5, sur les télés étrangères, même ici, il a redit. C'est impossible. Dites à cette population, c'est pas possible cette année. Allez vous faire enrôler, mais cette année, c'est pas possible. Madame, je vous dis voulez attiser le feu là où il n'y a pas. Madame, c'est une propagande que M. Nangaa fait qui tend à aveugler le peuple congolais, madame. J'ai été reçu par M. Corneille Nangaa avec certains camarades du rassemblement, de la jeunesse du rassemblement. M. Corneille Nangaa nous a fourni des données fiables. Et madame, je ne suis pas expert
Nous avons eu un long moment d'échange avec M. Corneille Nangaa, plus de 3 heures de temps. Ces argumentaires nous démontrent qu'aujourd'hui, madame, s'il y a la volonté politique, au mois de décembre, c'est possible que nous puissions avoir des élections. Lors de son argumentaire, M. Nangaa s'est focalisé sur la loi électorale et la loi portant répartition des sièges. Madame, nous sommes encore au mois de juillet. Si les opérations d'enrôlement prennent fin, attends madame, un instant. Normalement le 31 juillet. Attends madame, le 31 juillet. Ouais. Nous accordons un mois pour le compatriote de Kasaï. Au mois d'août, madame, même si nous accorderons 2 mois, madame, pour nos compatriotes de Kasaï, nous avons le mois d'août et le mois de septembre. Si les opérations prennent fin, la session parlementaire va reprendre au mois le 15 septembre. Donc, madame, vous allez vous rendre compte qu'au plus tard, madame, si nous voudrons être plus larges, au plus tard au mois d'octobre, les opérations d'enrôlement peuvent prendre fin. Et madame, en ces moments-là, la CENI, en collaboration avec le gouvernement, peuvent déjà déposer au niveau de l'Assemblée nationale un projet de la loi électorale et un projet de la loi portant répartition des sièges. Et au niveau du Parlement, cette loi-là peut prendre même un mois, madame. Donc, même au mois d'octobre, madame, ou même au mois de novembre, madame, nous pouvons voir une loi portant répartition des sièges et une loi électorale. Pour nos compatriotes de la diaspora, madame, M. Corneille Nangaa, voilà. Comment ça va se passer avec cette diaspora un instant, madame. Éparpillée à travers les 7 continents. M. Corneille Nangaa nous a dit que pour nos compatriotes de la diaspora, ça ne poserait aucun problème parce que pour eux, leur circonscription électorale, c'est national. Ils votent que pour le président de la République. Ah, pas pour les députés. Pas pour les députés. Et donc, madame, l'enrôlement au niveau de la diaspora n'empêche pas que la loi portant répartition des sièges et la loi électorale soient votées au niveau du Parlement. Ça ne pose aucun problème. Et donc, madame, au niveau de décembre, déjà, l'appel des candidatures. Un instant, madame. C'est tout à fait possible que les élections se tiennent au mois de décembre. Je termine. Oui, je relance. C'est tout à fait possible que les élections se tiennent au mois de décembre. En somme, madame, je voudrais ici dire, et je le dis encore, je le dirai à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est encore possible, madame, que les élections présidentielles, législatives et provinciales puissent avoir lieu au mois de décembre, madame. J'étais en train de faire ma réflexion, madame. Donc, au mois de décembre, madame, nous pouvons avoir l'appel à la candidature. Et nous pouvons consacrer le mois de décembre pour l'opération d'enrôlement au niveau de la diaspora. Et donc, madame, c'est encore possible que nous puissions avoir des élections, mais qu'est-ce qui freinerait, madame? C'est la mauvaise volonté. Nous étions restés à l'Union européenne, madame. Qu'est-ce que le représentant chargé des questions politiques de l'Union européenne nous a dit? Que l'Union européenne aujourd'hui était prête à pouvoir financer les élections, puisque M. Corneille Nangaa nous a dit la CENI devrait recevoir pour les 3 scrutins 500 millions, 250 000 $ américains. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement lui aurait servi plus de 300 millions de dollars, madame. Et donc, déjà, madame, même avec les partenaires internationaux, avec le gouvernement congolais, si nous avons la bonne volonté, nous pouvons aller aux élections. Mais il y a une problématique, madame. L'Union européenne nous dit, nous ne pouvons pas financer un scrutin pendant qu'il n'y a pas un calendrier électoral. On s'est dit, nous allons financer des élections ou le référendum. Voilà la problématique, madame. Le référendum, là, qu'est-ce que vous en pensez? En quelques poussées de secondes. Le référendum, c'est... Madame, on peut le faire parce que les pays africains on fera le référendum après les élections. Le nouveau président de la République pourra faire le référendum au mois de janvier si nous avons élection. Donc, après le départ du président Kabila, nous pouvons faire le référendum, madame. Ça ne posera aucun problème. Et un mot par rapport à ce qui s'est passé à l'UNIKIN, pour vous, c'est aussi une sorte de manipulation de la jeunesse congolaise? Pas du tout, madame. Je m'inscris en faux. D'abord, tout à l'heure, je voudrais élever une chose que l'excellence Mbika vient de dire. Il n'y a pas eu tir à balles réelles, comment dire, le terme m'a échappé. Il n'y a pas eu tir de balles à feu. Je me dis, c'est difficile et c'est révoltant lorsque le détenteur du pouvoir, qui devrait bénéficier de nous, population, un certain nombre de respect, mais que ces derniers refuseraient à leur tour lorsqu'on fait des mensonges, même au sommet de l'État. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas eu de tir à feu à l'UNIKIN, alors qu'il y a eu des gens, il y a eu des crépitements de balles? Aujourd'hui, il y a des victimes, il y a de nombreuses victimes. Nonobstant cela, madame,
je ne pense pas qu'il s'agirait là d'une certaine manipulation politique. Moi, je crois que le droit à la résistance est prévu par la Constitution. Et donc, lorsque un Congolais, un citoyen congolais, se rend compte que ce qu'il gère, la façon dont les choses se passent... Mais la police était tout simplement en train de rechercher un jeune qui s'est réfugié à l'Unikin, selon les sources officielles. Et bien voilà, c'est ça qui a... Madame, lorsqu'on est dans une république où le mensonge devient le mot de vie, on ne peut que observer, et en observant, on peut tout dire. Nous restons toujours dans le domaine social, dans le gouvernement. Nous parlons maintenant de l'assistance sociale du gouvernement aux sinistrés du Kasaï. Elvis Bonou l'a dit, il y a plus ou moins 10 000, 15 000 déplacés, en tout cas. 40 000. 40 000, merci de la précision, c'est d'ailleurs plus. Donc 40 000 déplacés internes en République démocratique du Congo, et évidemment la grève du Sinamed. En tout cas, les conditions sociales sont très très dures et les médecins en tout cas menacent d'aller en grève. Partout, le terrorisme de Kamwina Nsapu a sévi dans la province du Kasaï. Le gouverneur Marc Manyanga Ndambo s'y est rendu. D'une part, pour réconforter les populations meurtries et déplacées, et d'autre part, régler de problèmes de gouvernance. Cette fois, le cap était mis sur le territoire de Dekessé. Arrivé par un petit porteur à la tête d'une importante délégation, le gouverneur de la Chopo a eu droit à un accueil sommaire des autorités locales. Noyé dans une marée humaine, Marc Manyanga Ndambo s'est rendu au pont jeté sur la rivière Loutou afin d'en inspecter l'état. Le délabrement de cette infrastructure dépasse tout commentaire. Il faut une réhabilitation urgente en vue de rencontrer l'objectif qui s'est fixé le gouverneur, c'est lui de relier tous les territoires au chef-lieu Chikapa. S'en est suivi la visite à l'hôpital du territoire où tous les patients retenus pour le frais d'hospitalisation et les maternités ont été pris en charge par le gouverneur. Le côté altruiste du premier citoyen de la Chopo a produit un grand ouf de soulagement dans les chefs des bénéficiaires. Marc Manyanga a profité de son séjour kassaïen pour relayer le message du chef de l'État. Je voudrais aussi que vous puissiez comprendre que ce geste n'a été rendu possible qu'avec la volonté du chef de l'État. Parce que le président de la République, l'excellent Joseph Kabila Kabange, estime qu'il n'y a personne qui peut avoir mal au cœur pour ses frères mieux que ceux qui vivent avec eux. C'est pour ça que la volonté du chef de l'État a toujours été et est que s'il y a une aide, qu'elle commence d'abord par nous, les autres comme amis, comme peuvent venir peut-être à notre secours. Ces mots de réconfort ont sûrement redonné espoir à la population du Kasaï. Elle espère retrouver la paix. À ce jour, aucune suite favorable n'est réservée au cahier des charges adressé à son Excellence Monsieur le Premier ministre. La seule séance consacrée à l'élaboration des termes de référence relatifs au dit cahier des charges tenu le 1er juillet 2017 est restée sans suite. La paye du mois de juillet 2017 vient de démarrer sans l'application du taux d'échange repris dans la loi financière 2017. Pendant ce temps, la dépréciation de la monnaie nationale continue à ronger le pouvoir d'achat de nos salaires qui ne satisfont plus les besoins sociaux de base. Devant le silence du gouvernement de la République aux revendications de médecins contenues dans les cahiers de charges adressés par le Sinamed, au regard de la situation sociale marquée par l'inflation quotidienne du taux d'échange, tenant compte des avis et considérations de médecins exprimés au cours des assemblées générales tenues à travers la République démocratique du Congo, le Bureau exécutif national vous informe que le Sinamed décrète une grève sous la forme de service minimum dès ce vendredi 21 juillet 2017 à 7h30. Une évaluation de l'évolution de la situation se fera dans les 72 heures pour décider de la réorientation éventuelle de la grève. Le Bureau exécutif national du syndicat national de médecins
reste très disposé à engager des discussions très constructives pour l'amélioration des conditions sociales de médecins en vue de la meilleure poursuite de la prise en charge médicale de la population. Merci Magui Ngala Mouloumé, assistant social du gouvernement au sinistré du Kasaï, 40 000 déplacés internes. Vous l'avez dit, Elvis Bolungu, moi j'attaque directement. Qu'est-ce que le MPCR a fait pour déplacer internes? Pratiquement. Moi j'aime les questions pratiques. Je crois que vous aurez pu me demander qu'est-ce que le gouvernement a fait. Non, je sais. Si vous demandez le gouvernement a donné quelque chose, mais vous êtes aussi compatriote, vous êtes congolais. Qu'est-ce que le MPCR et Elvis particulièrement a fait pour aider ces compatriotes? Mon parti, lors de la récolte qui avait eu lieu pour venir à l'aide à nos compatriotes du Kasaï, nous avions contribué. Mais madame, quand cela nous tienne, nous ne pouvons pas répondre à certaines questions sur base des humeurs des gens, madame. Lorsque le pays traverse des situations pareilles, le gouvernement devrait, madame, absolument venir en aide. Je sais que... Et donc, madame, tout doit être... Un instant, madame, pardon. Nous réfléchissons ensemble, nous sommes jeunes, nous réfléchissons ensemble. L'humanitaire n'est pas seulement question du gouvernement. En 1985, lors de la famine en Éthiopie, nous avons vu des musiciens américains, je précise, avec Michael Jackson en tête, écrire une chanson, We Are the World, et les bénéfices de cette chanson sont allés aux affamés de l'Éthiopie. C'est ça l'humanitaire. Pourquoi les Congolais n'ont pas cette culture de l'humanitaire? C'est vrai que le gouvernement a sa part, mais moi je veux savoir qu'est-ce que les Congolais font pour aider leurs compatriotes. Nous tous nous souffrons, mais il y a des gens qui souffrent plus que nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Madame, mettons l'accent sur ça. Je ne voudrais pas que nous puissions répondre à certaines questions en faisant du matu vu, madame. Pourquoi je voudrais persister. Un instant, madame. Aider un compatriote, c'est du matu vu? Je voudrais, s'il vous plaît, madame, je voudrais réagir par rapport à ça. Madame Paulette Kimoutou, vous savez que dans un pays responsable, un gouvernement responsable, c'est que nos compatriotes du Kasaï, à qui j'ai une pensée pieuse à cet instant, subissent, c'est atroce, madame. C'est atroce. Parfois, nous qui sommes à Kinshasa ici, on se permet de circuler, de parler, de discuter sans cesse à ces sujets, madame, sans qu'on sache effectivement ce qui se passe au Kasaï. Madame, depuis 60, le Congo n'a jamais traversé une crise pareille. Depuis 60, le peuple congolais n'a jamais subi ce qu'il subit aujourd'hui, madame. Et donc, madame, je voudrais qu'on soit clair. C'est la défiance du gouvernement, madame. Aujourd'hui, les retombées, c'est ce que nous vivons au Kasaï, madame. Le gouvernement est irresponsable et incompétent de pouvoir mieux remplir ses missions. Voilà ce que nous vivons, madame. Depuis que ces histoires ont commencé, cette massacre, madame, que j'appelle spectaculaire, a commencé au Kasaï. Le peuple meurt chaque jour qui passe. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 9 mois, madame. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il y a eu des gouvernements qui se sont succédés. Il y a eu une zone opérationnelle qui a été créée pour resécuriser, voilà. Le terme permettez, resécuriser le Kasaï. Il y a aussi changement des gouverneurs. Quand on est en Angaladi, il y aura élection des gouverneurs incessamment. Peut-être ça va donner une autre impulsion à ces territoires. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse de plus, Elvis Bolungu? Je m'en tiens à ce que je disais, madame. Nous sommes en face d'un gouvernement irresponsable et incompétent. Et donc, madame, un tel gouvernement doit comprendre que l'air n'est plus à la manipulation. Comment voulez-vous donner comme remède le changement des gouverneurs, alors que la question liée à la politique sécuritaire d'un pays relève du pouvoir central, madame? Qu'est-ce qu'un gouvernement va faire? Vous me parlez de zones militaires. Des zones militaires. Madame, soyons sérieux, madame. C'est depuis quand que cette histoire a commencé? Et aujourd'hui, où en sommes-nous, madame? Quelles sont les retombées du fait que le gouvernement s'est permis de pouvoir mettre en place une zone militaire? Madame, à l'est du pays, il y a eu des zones militaires. Mais aujourd'hui, quel bilan pourrons-nous tirer de la situation sécuritaire du pays? Et donc, madame, moi je crois que lorsqu'on est en face d'un régime illégitime, irresponsable, incapable de pouvoir orienter les aspirations profondes du peuple, nous ne pouvons qu'assister à de telles histoires. Par rapport à la grève des médecins, vous les comprenez? Madame, le MPCR
le rassemblement, nous sommes des cœurs avec tous les compatriotes qui, en ces moments, traversent des situations très difficiles, madame. Vous savez, madame, un fonctionnaire de l'État qui hier avait 93 000, qui était égal à 100 $, aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, dans les 60 $. Un fonctionnaire de l'État, madame, qui a une famille, qui a des enfants qui doivent aller à l'UNIKIN, qui a des enfants qui doivent aller à l'école, louer la maison, madame, voilà. C'est que les régimes en place imposent comme mode de vie à la population congolaise. Je voudrais ici dire à la population congolaise, surtout aux fonctionnaires de l'État qui me suivent en ce moment, de garder un espoir. C'est encore possible que nous puissions rebâtir un espace où un fonctionnaire de l'État va vivre d'une manière digne de son nom. Et cela pourra se faire que lorsque nous aurons une gouvernance responsable, un leadership visionnaire, et nous estimons que le peuple congolais pourra en ces moments-là croire à un avenir meilleur. Mais madame, il y a une condition sine qua non qui nous est imposée, qui aujourd'hui s'impose même aux fonctionnaires de l'État, de prendre conscience et de participer au changement démocratique que nous souhaitons tous. Sans cela, madame, nous pouvons avoir rien. Et donc, sur ce point de vue-là, le MPCR, mon parti, nous soutenons à fond, madame, le SINAMED, et nous leur disons que c'est une liberté fondamentale que la Constitution leur a garantie. Le droit de grève. Lorsque les choses ne marchent pas. Mais nous déplorons aussi, madame, du fait que lorsque dans des entreprises publiques où on devrait avoir une certaine bonne gouvernance pour permettre à ce que la prospérité, le progrès social soit régenté, mais c'est catastrophique lorsque nous sommes en face d'un gouvernement qui nomme des copains et des coquins à la tête des entreprises. Aujourd'hui, madame, vous avez plus de 6 000 de fonctionnaires de l'ONATRA, madame, qui sont aujourd'hui impayés, aujourd'hui à plus de 8 mois, madame, pendant qu'il y a un individu qui serait dans l'entourage du chef de l'État qui aurait détourné plus de 6 millions. Un seul individu, madame, met 6 000 familles en difficulté. Madame, trop c'est trop. Et j'ai des larmes aux yeux quand je vous dis tout cela, madame. Mais je suis là pour dire à tous les jeunes qui me suivent, à toute la population congolaise, à tous les travailleurs de l'ONATRA, que c'est encore possible avec un leadership responsable et sérieux. Nous changerons vos situations. Mais nous demandons aussi que justice soit faite vis-à-vis des travailleurs de l'ONATRA qui croupissent aujourd'hui dans une misère, madame, qui n'est pas son nom. L'avant-dernier condensé, c'est le côté juridique. Nous prenons le procès Imotex et le point de presse du forum de l'étudiant africain. L'affaire remonte d'il y a 5 ans. Albert Youma, actuel patron de la FEC, à travers la société Imotex, avait porté plainte contre la société Happy Congo et très curieusement contre Gabriel Chabani, qui se trouve être le gérant de cette société. Ce conflit foncier concerne le site Gombelou Tendele 10 CPA, un site appartenant au chef coutumier. Ce dernier avait convenu avec Gabriel Chabani pour la construction des logements sociaux par l'entremise de sa société Happy Congo. Le souci majeur de l'initiateur de ce projet était de doter à la population quinoise des logements dignes, moins coûteux, répondant aux normes de la modernité, telles que voulues dans la vision du chef de l'État. Hélas, ce projet n'a pas été vu sous un bon œil par Albert Youma. À travers sa société Imotex, Albert Youma porte plainte contre Happy Congo et comme si cela ne suffisait pas, il porte encore plainte contre Gabriel Chabani, patron du Happy Congo. Ce qui a amené les parties devant plusieurs instances judiciaires. Une bataille juridique qui durera 5 ans et 5 ans passe sans conséquence. Finalement, Happy Congo et Gabriel Chabani en sont sortis gagnants. Justement, s'agissant des conséquences, la personnalité de Gabriel Chabani et de sa société entamée par ces fausses accusations, les honoraires des avocats pendant 5 ans et autres frais administratifs dépensés derrière le barreau, Gabriel Chabani et Happy Congo ont intenté une action téméraire et vexatoire contre Imotex devant le tribunal de commerce. Gabriel Chabani et Happy Congo, sa société, exigent 150 000 $ à verser à chaque partie, soit 150 000 $ à Gabriel Chabani et 150 000 $ à la société Happy Congo. La Cour tranche à 15 000 $ à verser à chaque partie plutôt que 150 000 $, soit 10% seulement de ce qu'ont exigé les deux parties demanderesses. Pour le patron de Happy Congo, les dépenses engagées depuis 5 ans
ne correspondent nullement au montant fixé par la Cour, car jusque-là, les deux parties s'affrontent toujours dans les barreaux. Mercredi prochain, une audience est prévue à la Cour d'appel. Encore des frais à dépenser au sujet d'une affaire déjà gagnée. Gabriel Chabani exige 150 000 $ à titre des dommages et intérêts à chaque partie demanderesse, soit 150 000 $ à Gabriel Chabani et 150 000 $ à Happy Congo. Ainsi, justice sera faite. Avec leur homologue de la RDC. Le forum de l'étudiant africain qui se tiendra à Béatrice Hôtel durant 2 jours, soit du 25 au 26 juillet prochain, est une initiative prise par Edu Maroc, une plateforme du gouvernement marocain pour promouvoir l'enseignement supérieur marocain. Ce forum est un cadre idéal d'échange où les représentants de grandes universités et écoles marocaines vont entrer en contact personnellement avec les parents et étudiants pour présenter leur offre de formation, notamment les filières, conditions d'accès, coût des études, logement et démarches administratives après avoir opéré un choix. Tel est le but ultime visé par les organisateurs, à savoir le groupe étudiant africain et Maroc Export. Aujourd'hui, l'Afrique n'a rien envié aux autres continents. Nous avons toutes les infrastructures nécessaires, toutes les filières sont disponibles aux normes internationales. Le plus important, c'est l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant n'a pas la grande visibilité de ce qui se passe en tant que formation à l'international. Et c'est pour ça qu'ils sont là pour les orienter et pour les guider sur leur avenir. Le vice-président de la Chambre de commerce nationale, partenaire de ce projet marocain, dit soutenir le système universitaire qu'offre le Royaume de Maroc, qui compte aujourd'hui plus de 4000 Congolais, hormis d'autres étrangers. L'année passée, il y a eu des promotions, si on peut le dire ainsi, qui ont été accordées aux étudiants congolais qui ont souscrit directement lors du salon. C'est-à-dire qu'ils ont payé des frais académiques moindres, où on prenait en charge quelquefois le logement et autres. Les parents et étudiants intéressés par cette offre sont donc invités de prendre part à cette 2e édition du Forum de l'étudiant africain qui pourra s'étendre dans d'autres provinces de la RDC dans les jours à venir. L'entrée au forum est gratuite. Elvis Molongo, nous avons suivi, le Maroc se vend bien en République démocratique du Congo parce qu'il y a la paix, mais pourquoi pas un 3e dialogue en République démocratique du Congo comme le veut Germain Kambinga pour qu'il y ait la paix, pour que les études et les étudiants congolais puissent étudier dans la paix. Peut-être ceux qui vont aller au Maroc vont y aller, mais ceux qui vont rester ici restent et étudient dans la paix. Madame, je voudrais ici dire à M. Germain Kambinga qu'il a perdu le pédale. C'est quand même trop fort. Le dialogue est permanent. Même le chef de l'État l'a dit, les pacificateurs de ce pays le disent. On doit dialoguer sans cesse. Mais M. Kambinga est en train de chercher comment revenir sur la scène politique. Et il pense que s'il y a un 3e dialogue, il pourra se retrouver, redevenir ministre ou vice-ministre. Donc c'est une vaste blague que ces derniers cherchent à voir. Nonobstant cela, madame, je voudrais ici dire à haute voix à M. Germain Kambinga qu'il n'y aura jamais un 3e dialogue dans ces pays. Vous en êtes sûr dans ce pays, il ne faut jamais dire jamais. Madame, nous vous disons... La RDC est un pays à part. Je vous dis, madame... On ne sait jamais. Ici, je suis en train de parler, pas comme un particulier, pas comme un privé. Je suis en train de faire ici allusion aux grandes résolutions qui ont été prises au niveau du rassemblement. Madame, nous vous disons qu'il n'y aura jamais, et je le répète encore, il n'y aura jamais un 3e dialogue. Nous ne pouvons pas, madame, aujourd'hui, aller discuter avec un régime, aujourd'hui, qui, après leur avoir accordé une année, ne nous donne pas l'impression de vouloir organiser des élections. Et donc, madame, les peuples congolais devraient se prendre en charge, les peuples congolais devraient aujourd'hui réfléchir comment sortir de cette crise, quels que soient les moyens ou la voie. Et donc, madame, si M. Germain Kambinga veut avoir un 3e dialogue, qu'il aille le faire au PPRD. Donc, liberté, PPRD, qu'il fasse un 3e dialogue. Nous ne sommes pas concernés et nous ne serons jamais concernés. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'aller aux élections d'ici le mois de décembre. Et si après l'élection du mois de décembre, madame, nous souhaitons qu'il puisse y avoir une transition sans le président Kabila. Et donc, madame, si cela est fait, la population congolaise, dans 6 mois, nous, le rassemblement,
nous allons estimer qu'à ce sujet-là, les élections pourront s'organiser pour résoudre cette question liée à la légitimité, madame. C'est une grande question qui, aujourd'hui, au Mamel, madame, beaucoup de questions qui se dégénèrent aujourd'hui en est à un élément stabilisateur de l'État, madame. Aujourd'hui, nous avons l'instabilité politique, la crise institutionnelle, madame, l'insécurité aujourd'hui qui est généralisée. Ce sont, madame, des résultats qui se dégénèrent, madame, ou qui sont produits à partir du moment où il y a une question fondamentale à laquelle nous ne sommes pas en mesure de résoudre. C'est la légitimité des institutions, madame. Et donc, s'il y a des élections, madame, nous aurons de nouvelles autorités qui seront légitimes. Et des nouvelles autorités légitimes, madame, pourront faire en sorte que l'autorité de l'État, madame, qui n'existe presque plus, soit rétablie, On madame. dit que, Elvis Bolongo, la justice élève une nation. Vous avez suivi le procès Imotex, donc Gabriel Chabani contre la société Imotex. Vous êtes vous-même juriste. Quelle lecture, quelle est votre vision de la justice en RDC? Madame, oui, la justice élève une nation. Mais pour que la justice puisse élever une nation, la gouvernance doit avoir une politique judiciaire. Aujourd'hui au Congo, madame, notre appareil judiciaire est dans le dysfonctionnement total. Le régime en place, après avoir géré les pays pendant plus de 16 ans, n'a eu aucune politique sur le plan judiciaire. Et voilà, madame, il y a l'injustice qui bat son plein. Nous sommes dans une justice des plus forts. Lorsqu'on est dans l'entourage d'un monsieur X qui appartient au pouvoir, c'est lui le plus fort. Madame, vous savez combien de derniers publics qui sont détournés, madame? Il y a un ADG de l'ONATRA qui est présumé avoir détourné plus de 6 millions de travailleurs, madame. Et aujourd'hui, il circule... 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, oui, 6 millions de dollars, madame. Il circule un homme libre, madame. Plus qu'il est du PPRD, qui peut l'arrêter, madame? Est-ce que le PGR ne pourra pas l'interpeller? Nous sommes dans un pays où, madame, il n'y a pas la justice. Il n'y a que la justice lorsqu'il s'agit de l'outrage. Aujourd'hui, Franck Diongo, madame, il croupit, il est en train de mourir aujourd'hui en prison. Qu'est-ce que Franck Diongo a fait, madame? Entre Franck Diongo et M. Kimbembe Mazunga, qui devrait se retrouver en prison? Voilà la justice congolaise, madame. Je crois pour ma part, madame, beaucoup de questions méritent des réponses adéquates. Et je crois aussi, madame, que c'est encore possible dans ce pays, nous puissions avoir une gouvernance responsable. C'est toujours possible. Vous avez beaucoup de foi, beaucoup d'espérance. Oui, madame, c'est possible. Moi, je crois que c'est possible, madame. Nous nous sommes inscrits dans un combat, madame, de l'alternance. Le jour où nous aurons une alternance avec alternative dans ce pays, madame, les choses pourront changer. Mais qu'à cela ne tienne, madame, je crois que nous devons nous battre pour sortir ces pays de là où ils se trouvent. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je suis en train aujourd'hui de porter les désidérata des travailleurs de l'ONATRA, madame, étant donné que c'est cette entreprise qui m'a élevé, madame. Donc, je crois ici, madame, cela doit interpeller la classe politique. Les mandataires, il ne s'agit pas d'avoir crié « Woumela ». Cela vous donne l'occasion de pouvoir nommer quelqu'un mandataire. Aujourd'hui, il y a des mandataires, madame, qui méritent d'être transférés devant la justice. Et donc, madame, nous estimons que chacun de nous pourra être responsable. Mais madame, je continue encore à dire, lorsque nous avons 6 millions de travailleurs de l'ONATRA qui croupissent dans la misère, dans la souffrance, dans la disette, face à un individu, madame, puisqu'il est de la majorité, je crois, madame, nous devons prendre conscience et orienter autrement le chemin du pays. Voilà, nous devons nous battre pour redorer l'image ou le blason terni de la République démocratique du Congo. Telles sont les dernières paroles d'Elvis Bolungu, qui est président de la Ligue de jeunes du MPCR et vice-président des jeunes du Rassemblement. Donc, merci à vous, mesdames et messieurs, et merci à Elvis Bolungu d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Gilles Tibambe, Maurice Gigandou, Papi Mondeki à la régie. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et bon début de semaine à tous les journalistes et membres de presse pour le progrès. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, voulais-je dire, le dimanche prochain, Inch'Allah.